Re-bienvenue parmi nous! Avant la pause, lorsqu'on s'est laissé, l'équipe des Bleus menait d'un point sur l'équipe des Rouges. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui est les phénomènes du cerveau. N'est-ce pas fascinant? Alors les équipes, prêtes à recommencer? Oui! Selon le court extrait présenté à la fin de cette question, vous devrez déterminer de quel trouble la personne du vidéo est atteinte. Veuillez regarder sur le téléviseur la vidéo suivante. Hey, t'es là pourquoi, toi, ici? Moi, j'ai aucune idée, j'ai aucun problème, je sais pas pourquoi ils m'ont emmené ici. C'est quoi d'après toi? Hey, je sais vraiment pas. Je vous rappelle que ces vidéos sont très exagérées et ne représentent pas tout à fait la réalité. Alors, avez-vous une idée de la réponse? Anosognosie! C'est une bonne réponse. Allons voir une petite capsule faite par nos recherchistes maison pour en savoir davantage sur l'anosognosie. Tout d'abord, le mot anosognosie est issu du grec nosos qui signifie maladie et gnosie qui veut dire connaissance. L'anosognosie n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme complexe qui touche entre autres les individus ayant subi un TCC ou un AVC ou souffrant de démence de type Alzheimer ou de psychose. Ce trouble est aussi appelé déni, défaut de prise de conscience, trouble d'insight ou manque de conscience des déficits. Il n'y a pas de terminologie universelle, mais on peut cependant dire que l'anosognosie réfère à toute difficulté de prendre conscience de ses incapacités ou encore à la sous-évaluation de ses incapacités par rapport à celle d'un évaluateur externe et objectif. Ce trouble est observé depuis l'Antiquité. Il a été décrit pour la première fois en 1885 par Konstantin von Monachov et le terme anosognosie a été donné par François-Félix Babinski en 1914 afin d'expliquer un manque de conscience d'une hémiplégie gauche suite à une lésion cérébrale. De plus, une baisse de la recherche sur ce phénomène dans les années qui suivent 1955 pourrait être expliquée par le courant behavioriste qui s'attardait peu aux processus mentaux. Cependant, un regain de la recherche est en cours depuis les années 1980. Il existe deux grandes hypothèses pour expliquer l'anosognosie. Premièrement, l'approche psychogénique se base sur les concepts de Freud. Elle explique l'apparition de ce trouble par un mécanisme de défense, le déni, qui permet d'éviter une trop grande anxiété. Peu de preuves expliquent cette théorie. L'approche neurogénique explique ce trouble comme étant une conséquence directe de la lésion cérébrale du client. La plupart du temps, il s'agit d'une lésion pariétale, mais il a été observé qu'une diminution d'activité près de la jonction temporopariétale est corrélée à un plus fort niveau d'anosognosie. De plus, les régions orbitofrontales lésées pourraient aussi être impliquées puisqu'elles jouent un rôle dans le jugement qu'on porte sur nos propres capacités. Cette hypothèse est appuyée entre autres par la recherche sur les blessés médulaires et les personnes atteintes d'un TCC effectuée par Evelyne Trahan, étudiante à la maîtrise en psychologie de l'Université Laval. Cette recherche a conclu que les blessés médulaires qui n'ont pas de lésion cérébrale perçoivent plus justement leur incapacité. Différents modèles théoriques appuient cette approche. L'une des théories les plus récentes est celle du cortex hétéromodal. Elle stipule que selon la zone du cortex hétéromodal qui est atteinte, il se développe différents types d'anosognosie. La sévérité de l'anosognosie dépend de l'étendue de la lésion. Il existe aussi l'approche modulaire et le modèle pyramidal qui se base sur 3 niveaux de conscience. Aucune de ces hypothèses n'a été démontrée. Les sphères motrices, sensorielles, cognitives, comportementales et affectives sont les plus touchées par l'anosognosie, c'est-à-dire que ce sont les types de problèmes qui sont les plus niés. Chez les TCC, l'anosognosie est assez fréquente à la suite d'un traumatisme. En effet, elle survient en 23 à 68 % des cas. Chez les patients atteints de démence, de 15 à 75 % d'entre eux sous-estiment leurs conditions. Cet écart peut être expliqué par des méthodes d'évaluation, les fonctions évaluées ainsi que le stade de la maladie dans lequel la personne évaluée se trouve. Afin de faire l'évaluation de l'anosognosie, il est possible d'utiliser les méthodes suivantes. Un questionnaire auto-administré au soignant pour qu'il fasse part de ses observations ou évaluer la différence entre les dires d'un client et les résultats obtenus à un test. Vous devez vous demander, faut-il soigner l'anosognosie? Il faut dire qu'il n'existe pas de solution thérapeutique pour le moment. Cependant, il a été démontré que les patients les plus anosognosiques sont les moins dépressifs. De plus, certaines techniques facilitent la prise de conscience intellectuelle. L'éducation sur le fonctionnement du cerveau et l'implication des lésions dans la vie quotidienne en est une, mais il y a aussi la rétroaction immédiate dans les situations où la performance est affectée par les déficits du client, par exemple à la suite d'un enregistrement vidéo.
Voici quelques impacts de l'anosognosie sur la réadaptation. La sous-évaluation des incapacités est un frein majeur. Chez les TCC anosognosiques, on relève un niveau de dépendance plus élevé et plus de comportements inappropriés, ce qui entraîne un moins bon pronostic de retour au travail que les TCC non anosognosiques. On note aussi un retour pénible à un style de vie productif. De plus, on remarque une baisse du bien-être familial 10 ans post-trauma et des impacts sur la réadaptation à long terme. Cela interfère aussi avec la propension à changer un comportement chez les TCC. Finalement, les personnes atteintes d'anosognosie ne prennent pas les précautions nécessaires pour compenser leur déficit. Alors, elles peuvent se retrouver dans des situations dangereuses et se montrer réticentes au traitement ou aide quelconque. Ceci peut augmenter la charge de l'aidant face à l'aidé. Selon des études, les personnes avec de l'anosognosie se retrouvent à des stades plus avancés de leur maladie. Maintenant, passons aux deuxième vidéo. Madame, est-ce que vous pouvez me dire à qui appartient ce bras? Ben oui, c'est celui de ma mère. Alors, les équipes, avez-vous une idée de quels troubles sont atteintes ces personnes? C'est la somatoparaphrénie. Bonne réponse! Allons voir la prochaine capsule de nos recherchistes maison sur la somatoparaphrénie. La somatoparaphrénie est un trouble de l'intégration sensorielle et de la représentation spatiale du corps. Ce phénomène a lieu lorsque le client a l'impression que son membre atteint ne lui appartient pas, mais appartient plutôt à une autre personne. Ce phénomène est souvent associé à l'héminégligence et à l'anosognosie chez les personnes atteintes d'hémiplégie. Les causes sont principalement liées à la région pariétale du cortex, incluant ainsi les lésions frontotemporales pariétales. De plus, des lésions au niveau de la substance blanche et des structures grises sous-corticales ont été remarquées. Aussi, des dommages corticaux étaient présents au niveau du milieu et de la partie inférieure du gyrus frontal, du gyrus postcentral et de l'hippocampe. Le dommage cérébral se situe la plupart du temps à droite. La diminution de sensation de familiarité du membre serait due à l'addition d'une lésion corticale et sous-corticale et l'implication des structures grises profondes qui empêchent l'information sensorielle d'être traitée correctement. Ces dernières sont le thalamus, les ganglions de la base et l'amygdale. Une autre cause pourrait être la déconnexion entre les deux cerveaux. En effet, si l'hémisphère qui interprète l'information ne reçoit pas d'information somatosensorielle, il décide de donner un sens au fait qu'il voit un membre, mais qu'il ne le sent pas. Toutefois, ceci n'explique pas pourquoi dans la somatoparaphrénie, le 2/3 des personnes atteintes attribuent leur membre à quelqu'un d'autre. Tous ces phénomènes sont la conséquence d'une mauvaise représentation spatiale globale, c'est pourquoi la stimulation vestibulaire pourrait être intéressante. En injectant de l'eau dans l'oreille, ces troubles peuvent être temporairement résorbés. Jusqu'à un certain point, le système vestibulaire joue un rôle dans l'image corporelle et les incapacités sensorielles. Différents déficits peuvent survenir suite aux facteurs précipitants. Tout d'abord, il y a une possibilité de déficit somatosensoriel et moteur. Un déficit du champ visuel survient chez la majorité des patients, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Un déficit de proprioception et de la perception tactile peut jouer un rôle important sur le trouble. En cas d'héminégligence, la personne peut croire que le bras d'un autre est à elle lorsque le sien est recouvert. Prenons par exemple une dame de 40 ans, sans maladie neurologique définie, qui nie l'existence de son côté gauche de son corps. Cette dame reconnaissait son alliance à son doigt dans sa main gauche, mais accusait le médecin qui la traitait de lui avoir volé son alliance. Il existe 5 manifestations qui peuvent fluctuer en tout temps. La première est le sentiment d'être séparé de la partie affectée du corps, habituellement sous forme de séparation. Il y a aussi la croyance fantasque que le membre affecté ne fait plus partie de son propre corps. L'on peut aussi compter la croyance fantasque que la partie affectée de son corps appartient à une autre personne. Aussi, malgré une démonstration de l'examinateur, la personne demeure profondément convaincue que la partie affectée de son corps ne fait plus partie d'elle-même. Finalement, divers autres troubles peuvent être associés eux aussi à l'anosognosie, comme la misoplégie, qui est une conduite associée à un sentiment de dégoût, voire de persécution, pour le membre atteint. Il y a aussi la personnification, qui consiste en le fait que le membre hémiplégique est considéré comme ayant sa propre identité. Je vous laisse avec 2 vidéos en lien avec les 2 derniers troubles discutés dans la capsule, soit la misoplégie et la personnification. Bonne semaine à tous et on se revoit en forme la semaine prochaine!
Je vous présente Petit Charlatan. Vous connaissez pas Petit Charlatan? Mais c'est Petit Charlatan. Non, non, c'est pas mon bras, c'est Petit Charlatan.